Bienvenue à tous dans Neutrality Studies et à Michael Rossi Polisai avec bien sûr Michael Rossi. Michael, bon retour parmi nous. Merci Pascal. Bonjour. J'espère que tout va bien pour toi. Bon samedi. Ici à New York, c'est vendredi soir et la semaine a été bien chargée. Oh oui, une semaine bien chargée en effet. La guerre en Iran a maintenant exactement une semaine. Elle a commencé à peu près à cette heure-ci, heure du Japon, peut-être quelques heures plus tard chez vous. Je crois qu'il était minuit ou 1 heure du matin aux États-Unis lorsque les premières frappes ont eu lieu. Donc, presque une semaine. Michael, qu'avons-nous appris entre-temps? Et peux-tu nous faire un petit résumé de ce que tu considères comme les événements les plus importants? Oui, eh bien, vous savez, j'avais commencé notre conversation avec l'ambassadeur Freeman la dernière fois en paraphrasant cette citation de Sophocle. Il faut attendre le soir pour voir à quel point la journée a été splendide. Nous voilà une semaine plus tard. Il faut attendre samedi pour savoir ce qui a été accompli au cours de la semaine écoulée. Alors que nous terminions notre conversation la semaine dernière, je crois que, dans les 15 dernières minutes environ, la nouvelle venait juste d'arriver sur Telegram. Amani avait été assassiné. Donc, pendant que nous parlions, j'avais éteint Telegram parce que je ne voulais tout simplement pas recevoir tout le bruit qui arrivait. Oui, et l'ambassadeur Freeman faisait remarquer que Khamenei avait déjà été déclaré mort au moins 6 fois auparavant au cours de ses 30 années de règne, n'est-ce pas? Donc nous étions tous très sceptiques quant au fait que les États-Unis l'aient réellement tué ou qu'ils aient réussi à le tuer. Mais il s'avère que oui, ils l'ont fait. Ils ont assassiné le dirigeant officiel de l'État iranien. Et comme toi et moi en avons parlé sur WhatsApp juste après, si je ne me trompe pas, c'était l'un des derniers grands obstacles pour empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. L'homme qui a émis une fatwa contre les armes nucléaires. Absolument. Il les a interdites, disant qu'elles étaient impies, contraires à Dieu, et que l'Iran n'en fabriquerait pas. Eh bien, ça a fait beaucoup de bien, parce que tu sais, l'ayatollah est mort. Vive l'ayatollah. Si je ne me trompe pas, je crois qu'ils ont choisi son fils. Il fait partie des plus hauts rangs, je crois. D'après mes dernières informations, il n'a pas encore été officiellement nommé, mais c'est essentiellement le candidat sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Donc, si nous pouvons comprendre tout cela, tout d'abord, je pense que la principale leçon à tirer de la semaine dernière est que contrairement à de nombreuses présomptions au sein du régime Trump, l'État iranien ne s'est pas effondré. Il n'y a pas eu de changement de régime. Si quelqu'un pensait qu'on pouvait provoquer un changement de régime simplement en décapitant la tête religieuse et symbolique d'un État largement dirigé par le Conseil révolutionnaire islamique, et non par l'ayatollah, alors quelles que soient les informations qu'on lui avait fournies, qu'elles viennent de sources de la diaspora ou du Mossad israélien, il faut vraiment en vérifier la crédibilité. 2 choses que je peux ajouter à cela. 2 très bonnes vidéos sont parues sur YouTube, toutes 2 sur la page de notre collègue Glenn Deason. Le premier, peu avant que toi, moi et l'ambassadeur Freeman ne parlions, était Glenn en conversation avec Jeffrey Sachs, qui a donné son premier pronostic en disant que ce serait une guerre désastreuse pour les États-Unis. Et celui des dernières 24 heures était Glenn interviewant Douglas McGregor, ce qui est fascinant, vraiment fascinant. J'encourage tous nos spectateurs à aller sur la page de Glenn et à y jeter un œil. McGregor, qui est bien plus un initié du point de vue militaire américain, dit simplement que c'est la guerre de Netanyahou, une guerre dans laquelle Trump et son administration ont été entraînés.
Trump, en tant qu'individu, est tout simplement gravement compromis, politiquement, économiquement et sur le plan de sa réputation. Et on nous donne toutes sortes de raisons, de justifications et de récits contradictoires de la part de Rubio, de Hegseth, sur les raisons de notre implication dans tout cela. Je pense qu'au départ, on croyait pouvoir simplement, vous savez, entrer en Iran, lancer quelques missiles et les faire capituler, un peu comme on pensait, soi-disant, que cela se passerait avec le Venezuela. Mais il s'avère que, au cours de la dernière semaine, l'Iran non seulement résiste dans cette guerre, mais a infligé des dégâts considérables aux bases militaires, économiques et de raffineries de pétrole américaines au Moyen-Orient, y compris dans de nombreuses zones relevant du CCG, le Conseil de coopération du Golfe. Nous parlons donc de Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis, entre autres, qui ont été durement touchés. Et ce qu'il est encore plus important de souligner, c'est que, encore une fois, je reste dans une zone grise. Nous évoluons toujours dans le brouillard de la guerre. L'ampleur de la dévastation et des destructions infligées à Israël est l'un des secrets les mieux gardés. Les vidéos montrant la destruction de lieux à travers Tel Aviv ont été considérablement modifiées, lourdement censurées. Mais ce que nous observons, ce sont en réalité 3 récits émergents, et tout peut encore se jouer. Nous avons ce que le complexe médiatique occidental veut nous faire croire. Les médias dits traditionnels, le New York Times, CNN, le Washington Post, mais aussi Fox News. La BBC, The Telegraph, Sky News, tous dressent un tableau selon lequel l'Iran serait sur le point de s'effondrer et la coalition américano-israélienne sur le point de prendre le contrôle total de l'espace aérien iranien. Une autre version plus sombre vient de nombreuses chaînes YouTube, des personnes comme Glenn Deason, entre autres, affirmant qu'il s'agit d'une guerre absolument désastreuse dont les États-Unis ne pourront pas se remettre, et qu'ils sont en train d'être entraînés, en gros, dans l'Armageddon par Israël. Et puis il y a le troisième récit, celui que l'on trouve sur divers canaux Telegram, qui, à prendre pour ce qu'ils valent, sont un peu plus équilibrés, dans le sens où les 3 camps se causent mutuellement d'énormes dégâts. Cependant, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'au bout d'une semaine, quelles que soient les victoires que Trump ou Netanyahou pensaient remporter sur l'Iran, il est désormais clair qu'elles ne seront pas atteintes en quelques jours, mais en plusieurs semaines, voire en plusieurs mois. En ce moment, on parle de mois. On parle de la possibilité que cette guerre dure jusqu'en septembre ou octobre. Quelle coïncidence! Juste à temps pour les élections de mi-mandat. Voilà, en gros, ce que je peux observer de mon côté. Et toi, je veux dire, tu as cette habitude formidable de poser beaucoup de questions aux invités de ta chaîne, mais personne ne t'a jamais demandé ce que toi tu penses de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu vois de ton côté? Je sais, je prends un peu les devants en te posant la même question. Oh, pas de souci. Je publie mes petites chroniques d'opinion sur ma chaîne chaque fois que je sens que j'ai quelque chose à dire. Je veux dire, l'un des constats les plus importants pour moi la semaine dernière, ou plutôt l'un des plus choquants en réalité, c'est qu'il y a un nombre considérable de personnes impliquées là-dedans, du côté américain, qui sont de véritables fanatiques chrétiens, des évangéliques extrémistes. Et je n'ai pas d'image sous la main, mais on l'a vu hier ou avant-hier, lorsqu'il y a eu une prière dans le bureau ovale avec la principale évangéliste de Trump, Paula White, je crois qu'elle s'appelle. Une pasteur qui était là en train de prier avec lui. D'accord, cette prière. Très bien. Mais Pete Hegseth, je ne savais pas qu'il avait en fait 2 tatouages fondamentalistes chrétiens. L'un représentant une croix de Jérusalem sur son corps et l'autre portant l'inscription Deus vult, Dieu le veut. Et qu'il est en réalité un chrétien fondamentaliste convaincu, adepte du sionisme chrétien.
et qu'il a présenté une partie de cette nécessité américaine de faire la guerre comme liée à cette croyance visant à provoquer la fin des temps. Franchement, c'était assez choquant. Ouais, tu sais, je vais le dire tout de suite, juste pour mettre les choses au clair. Je pense que ce serait absolument hilarant. Enfin, je veux dire, je rirais aux éclats. Si, en provoquant le second avènement de Jésus-Christ, il apparaissait à Damas au lieu de Jérusalem. Et si tu vois ce que ça veut dire, ça reviendrait en gros à dire que, en réalité, les musulmans avaient raison depuis le début. Je ne cesse de dire que je rirais le plus s'il apparaissait vraiment à Salt Lake City tel que c'est. C'est l'autre possibilité, oui. Val. Je veux dire, cela passerait le test. Écoute, nous parlons du fait que le christianisme évangélique est en quelque sorte la version moderne de l'épiscopalisme haut de gamme aux États-Unis. C'est une religion d'État, plus ou moins la religion de l'élite dirigeante. L'épiscopalisme, dans les années 1950 et 1960, était ce que l'évangélisme est aujourd'hui. Mais oui, j'ai vu cette photo d'un certain nombre de pseudo-chrétiens priant pour leur pseudo-messie. Et c'est tout simplement risible. Et tu sais, je dis cela en pleine période de carême, en tant que chrétien orthodoxe pratiquant moi-même. Il y a des moments où je comprends vraiment pourquoi on avait des jeux de gladiateurs avec des chrétiens à l'époque, juste pour se débarrasser de certains de ces individus agaçants. Mais je veux dire, c'est quelque chose dans lequel, oui, il y a un autre élément que nous pouvons retenir de cette dernière semaine. Et c'est vraiment une convergence de récits qui ont conduit à cette situation d'escalade totale. Vous savez, en ce qui concerne Israël, est-ce leur tentative, leur occasion de réaliser le grand Israël? Nous voyons déjà qu'ils ont revendiqué, comme leur propre version du Lebensraum, de vastes zones du Liban et de la Syrie, et bientôt le Sinaï. En ce qui concerne les évangéliques, beaucoup de gens aux États-Unis ne leur accordent pas beaucoup de crédibilité, mais ils ont de l'influence. Ils ont accès à de très nombreuses personnes dans le monde politique. Et vous savez, ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement que quelques personnes à la Maison-Blanche, ce qui est déjà assez grave, partagent ce genre de croyances délirantes. Mais laissez-moi simplement vous en parler. Voilà. Il existe cette soi-disant organisation religieuse, enfin, elle s'appelle la Military Religious Freedom Foundation, qui est une véritable ONG fondée par un certain Mike Weinstein. Je pense que c'est essentiellement son projet, mais il la dirige depuis de très nombreuses années. Et il s'agit en fait d'un ancien membre juif des forces armées. Son objectif apparent est de maintenir les forces laïques, de dire, en gros, non, 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 cela ne peut pas être une force religieuse. Nous devons garder la religion en dehors de l'armée. Il a créé cette fondation où les gens peuvent essentiellement appeler ou écrire pour se plaindre lorsque le pare-feu entre la religion et l'État a été franchi au sein des forces armées. Ils ont publié plusieurs articles la semaine dernière. Voici simplement le dernier que j'ai reçu hier. 30 membres démocrates du Congrès ont exhorté l'inspecteur général du département de la Défense à enquêter sur les plaintes des clients du MRFF concernant des commandants présentant la guerre contre l'Iran comme une prophétie de la fin des temps. Cela fait référence à un autre communiqué qu'ils ont publié avant-hier, ou peut-être il y a 2 ou 3 jours, affirmant que leur organisation, la MRFF, a été submergée de plaintes concernant des commandants enthousiastes disant à leurs troupes que la guerre contre l'Iran fait partie du plan divin de Dieu pour préparer le retour de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas seulement la Maison-Blanche. Cela se trouve en réalité au sein même des forces armées américaines. Un nombre considérable de commandants, d'officiers et d'autres partagent cette croyance. Et vous savez,
Le point que je soulevais dans la vidéo que j'ai faite, c'est que si suffisamment de personnes croient cela, alors la guerre ne repose plus sur des objectifs rationnels, des buts nationalistes, ni simplement sur la défaite de l'Iran ou le changement de régime. Alors, la guerre elle-même devient un objectif, non? La guerre est en soi une bonne chose pour les personnes qui partagent ce point de vue, qu'il faut la guerre, qu'il faut le combat du bien contre le mal, le combat final, pour parvenir au second avènement du Christ. Cela changerait toute la logique. Je veux dire, toutes les discussions du genre. Est-ce une question de changement de régime? Est-ce une question de pétrole, de contrôle, des néoconservateurs? Tout cela passerait un peu à la trappe si c'est la motivation principale. Maintenant, je ne pense pas que ce soit la seule motivation, mais c'en est une importante, et elle pourrait effectivement influencer la prise de décision politique. Oui, en fin de compte, il s'agit de ce que veut Netanyahou. Je veux dire, au bout du compte, c'est la guerre de Netanyahou. C'est une guerre dans laquelle Israël a très habilement entraîné les États-Unis. Bien que je sois presque sûr qu'il n'ait pas très envie que le Messie revienne. Enfin, c'est pas ça. Il ne peut pas partager ce point de vue, n'est-ce pas? Non, il ne l'est pas. Mais les likoudistes, dont Netanyahou fait partie activement depuis les années 1970, depuis le moment où l'État israélien a pris une tournure beaucoup plus sioniste et religieuse, cherchant à justifier son existence non pas comme un refuge pour les survivants de l'Holocauste, mais comme la patrie des prétendus descendants du peuple de Judée, trouveront toujours des idiots utiles et volontaires en Occident. En premier lieu, les États-Unis. Mais ils en trouveront aussi au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et ailleurs. C'est pourquoi je disais qu'il s'agit en réalité d'une convergence de plusieurs idées et récits. Ce que nous constatons, Pascal, et corrige-moi si tu penses que je me trompe, c'est que le récit, du moins la justification venant des États-Unis, a changé presque toutes les 24 heures cette dernière semaine. Le premier était qu'un assaut préventif de l'Iran était imminent. La deuxième, c'était qu'Israël allait attaquer l'Iran. Donc nous, les États-Unis, selon Rubio, autant participer à la fête. Une autre théorie disait que l'Iran allait assassiner Trump, donc nous devions aller assassiner l'ayatollah. Une troisième, et elles ne sont pas classées par ordre particulier, affirmait qu'il fallait apporter la liberté et la démocratie à ces pauvres gens opprimés. Bien sûr, cela vient après que nous ayons, vous savez, bombardé une école primaire. Et maintenant, le nombre de morts dépasse largement les 150 enfants, voire plus, y compris des enseignants et d'autres personnes. Et puis nous avons des types comme Hegseth, qui au fond est un gars de salle de sport. Enfin, c'était quoi son truc avant? C'était un animateur de Fox News le week-end qui buvait trop et qui a Deus Vult tatoué sur un de ses pectoraux. Bref, c'est un trad bro. Au bout du compte, c'est un trad bro qui a l'impression que c'est son moment de briller. Parce que Rubio a apparemment eu son moment avec, tu sais, le Venezuela. Et je veux dire, on ne regarde pas seulement Trump. Je pense que Trump est quelqu'un qui est parfaitement satisfait de s'assurer que le monde puisse brûler le lendemain de son enterrement. C'est au fond ce que Trump veut. Il veut simplement mourir en dehors d'une cellule de prison avec le plus d'argent possible. Et le reste du monde peut bien aller au diable. Mais on constate qu'il y a un certain nombre d'opportunistes au sein du régime Trump, Vance, Rubio, Hegseth, qui essayent de cimenter leur héritage en trouvant un angle pour combattre l'Iran. Et au bout du compte, et c'est une autre chose que j'ai tirée de nombreux commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, mon pays est actuellement dirigé par la plus grande bande d'idiots médiocres, de sycophantes et d'opportunistes qu'on puisse imaginer. Nous n'avons aucun plan à long terme.
Dans la vidéo dont Glenn et Doug McGregor parlaient, McGregor a dit une chose très importante. Les tactiques gagnent les batailles, les stratégies gagnent les guerres. Je cite directement le colonel McGregor. Et nous, les États-Unis, nous n'avons pas de stratégie. Nous n'avons pas de stratégie. Nous avançons à l'aveugle. We don't have a strategy. We are operating by the seat of our pants. We are effectively doing Israel's bidding, and Iran. Nous exécutons en réalité les volontés d'Israël. Et l'Iran, de manière surprenante, parvient à repérer les points de rupture et les maillons faibles au sein de cette coalition États-Unis-Israël-CCG. Il mène une guerre d'usure. Ce qui, pour ma part, et ensuite je te rends la parole, ne me donne aucun sentiment de soulagement. C'est que tout cela va se terminer de façon humiliante pour l'Occident, exactement comme nous l'avions prévu. Car ni Trump ni Netanyahou ne se soucient le moins du monde des pertes humaines, des infrastructures ou de quoi que ce soit d'autre. Ils regarderont sans hésiter brûler une grande partie du monde, tant qu'ils resteront en vie de l'autre côté d'une cellule de prison. Oui, non. Dès le tout premier jour, samedi dernier, l'une des premières cibles qu'ils ont frappées était une école pour petits-enfants. Tu sais, une école pour petites filles. Environ 160 d'entre elles, âgées de 7, 8, 9, 10 ans, mortes dans les toutes premières heures de la guerre. Et cela a été fait par, tu vois, soit les États-Unis, soit Israël, qui se vantent de pouvoir viser avec précision et de tuer l'ayatollah Khomeini dans son bureau ou chez lui. C'est comme « Oh, nous sommes les plus précis du monde ». Oui, vous avez fait ça exprès. Vous l'avez fait exprès pour envoyer un message aux Iraniens, pour leur dire que ce sera une affaire sanglante s'ils ne se rendent pas immédiatement et que toutes les infrastructures civiles et toutes les cibles civiles seront considérées comme des cibles légitimes, que c'est simplement ainsi que nous procédons. Nous massacrons simplement votre peuple, d'accord? Nous les massacrons comme nous avons massacré des gens pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les bombardements incendiaires et tout le reste. C'est ça, la règle du jeu. Et tout est justifié. Tout est justifié au nom de la lutte contre le mal. Et c'est là que je dois aussi vous montrer à nouveau cet exemple ici, qui m'énerve vraiment. C'est la manière dont les médias traditionnels présentent les choses. Par exemple, ici, Foreign Policy, la région sur le fil alors que Trump annonce une guerre plus longue. Comment les pays du Golfe réagissent aux attaques de l'Iran. C'est l'un des récits actuels que l'on voit beaucoup. C'est comme « Oh non, l'Iran attaque des États du Golfe innocents pour étendre la guerre. » C'est un récit tellement stupide parce qu'il est évident que l'Iran attaque les infrastructures que les États-Unis occupent dans ces régions. Mais c'est ainsi que l'histoire est présentée, surtout en Europe. Ils sont tellement bruyants à propos du fait que l'Iran attaquerait soi-disant les pays du Golfe de manière agressive, alors qu'apparemment, selon ces gens, la défense de l'Iran devrait se faire contre quoi? Les États-Unis continentaux? Je ne sais pas. C'est tout simplement absurde. Mais c'est ainsi qu'ils essayent de le présenter. Et maintenant, on voit ces démentis apparaître. Non, Israël n'a pas poussé les États-Unis à faire la guerre à l'Iran. Et le sous-titre de celui-là, encore mieux, c'est un argument commode qui reprend un cliché antisémite. Franchement? Vraiment? Tu fais ça? Tu défends l'Iran, ici, dans Foreign Policy? Et je dois dire Foreign Policy, pour des gens comme toi et moi, qui travaillons dans le domaine de la politique étrangère. C'était autrefois un magazine très important. J'allais dire, j'y ai même publié un article sur la neutralité. Et ce n'est pas complètement nul. Je veux dire, il publie encore quelques bons articles, non? Mais l'orientation du récit est vraiment considérable. Alors, je veux juste te montrer une chose. Ici en Allemagne, ce type s'appelle Armin Laschet. Il a été l'un des dirigeants de la CDU, donc du parti actuellement au pouvoir. Et il a été le premier ministre du Land de soit la Bavière, soit la Rhénanie du Nord-Westphalie. Je crois que c'est la Rhénanie du Nord-Westphalie.
Et c'est un type très important, non? Il a dit dans cette émission allemande de grande écoute, où des gens sérieux discutent de sujets sérieux, à propos de la guerre en Iran, qu'il est tout à fait clair qu'il estime que l'Iran ne peut pas se défendre ni se cacher derrière le droit international. Le droit international ne s'applique pas à l'Iran, dit-il, parce que l'Iran viole le droit international et le droit des droits de l'homme depuis 50 ans. Par conséquent, cela ne s'applique pas à eux. Et l'Occident a tout à fait le droit, et même l'obligation, d'aller aider à changer ce régime. C'est une approche assez répugnante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on peut dire. C'est en réalité une opinion populaire dans une grande partie, pas toute, mais une grande partie de l'Europe. Les médias traditionnels, le complexe médiatico-industriel, appelez-le comme vous voulez. J'ai moi-même publié dans Foreign Policy il y a quelques années, lorsque je plaidais pour l'application de l'accord de Bruxelles entre Belgrade et Pristina concernant le Kosovo, qui reste encore aujourd'hui un conflit gelé. J'ai évoqué ce sujet la semaine dernière lorsque nous parlions avec l'ambassadeur Freeman à propos du fait que, dans les premières 24 heures, je pense que nous pouvions tous convenir que l'une des principales victimes de la guerre a été la crédibilité de l'ordre fondé sur des règles. Parce que si nous devons compter sur des pays comme l'Allemagne, eh bien, celui-là est mort depuis un moment, d'ailleurs. C'est vrai. Mais quiconque pensait qu'il pouvait être ressuscité. Et j'ai mes propres collègues et des gens sur YouTube qui le défendent encore et en parlent. Et je comprends cela. Je le comprends parfaitement. Vraiment. Mais au fond, le libéralisme en tant que théorie des relations internationales ne fonctionne que si, et seulement si, ceux qui établissent les règles les respectent eux-mêmes. Et quand ce n'est pas le cas, quand tout devient arbitraire, eh bien il suffit de se replonger dans The 20 Years Crisis d'I.H. Carr, qui est remarquable. Il y décrit la période de 20 ans entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde, l'incompétence totale de la Société des Nations, et la manière dont les Britanniques et les Français ont littéralement sacrifié l'État tchécoslovaque à Hitler à Munich. On se rend compte qu'un ordre fondé sur des règles ne fonctionne que lorsqu'il ne se limite pas, vous savez, au jardin de Joseph Borrell au sein de l'Union européenne. Je suis en quelque sorte content que tu aies mentionné l'Europe, parce qu'il n'y a vraiment qu'un seul sujet à aborder à propos de l'Europe cette semaine. Cela nous rappelle à quel point l'Europe est totalement hors de propos, que ce soit pour la crise en Ukraine ou pour ce qui se passe en Iran. Quand on entend l'Europe affirmer qu'il s'agit d'une attaque agressive et non provoquée de la part de l'Iran contre tous ces autres pays, on sait qu'elle s'en tient à un récit auquel plus personne ne croit. Et cela, je pense, est quelque chose dont nous devrions discuter non seulement ici, mais aussi un sujet auquel nous devrions consacrer davantage de temps, à savoir le rôle du récit, non seulement dans les médias, mais aussi dans la manière dont la politique étrangère est menée. Les médias occidentaux regorgent littéralement de discours affirmant que l'Iran est l'agresseur et que les États-Unis et Israël ne font que réagir. Cela s'inscrit parfaitement dans le libéralisme intégré, le libéralisme des relations internationales et même dans le constructivisme, la manière dont un État perçoit un autre État. Le fait est, Pascal, et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi là-dessus, qu'à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des médias alternatifs, ni les médias traditionnels, ni ceux contrôlés par l'État, ces récits n'ont plus le même poids. Nous pouvons voir ce qui se passe en coulisses. Nous pouvons voir, nous pouvons lire ce qui se dit derrière le pupitre. Nous savons ce qui se passe. Et cela ne dédouane pas le régime iranien. Cela ne l'excuse pas d'être ce qu'il est. Mais en même temps, personne ne croit les États-Unis.
plus personne ne croit non plus au récit israélien. C'est presque comme si la propagande diffusée était d'une médiocrité pathétique. Je l'ai mentionné la semaine dernière, ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais ça leur est complètement égal. They know that we know that they are lying, but they just don't care. And what it really seems, and I think this is what has Et ce qui semble vraiment se passer, et je pense que c'est ce qui a, en quelque sorte, enhardi de nombreux commentateurs sur les réseaux sociaux et sur YouTube au cours de la dernière semaine, c'est à quel point le récit venant de l'Occident est totalement et pathétiquement transparent. Ils cherchent simplement un argument qui pourrait convaincre la population au-delà de leurs propres électeurs politiques. Et même aux États-Unis, il y a une nouvelle rupture majeure au sein du mouvement MAGA. Le mouvement MAGA, déjà fortement fracturé au cours des dernières semaines, s'est désormais complètement divisé à propos de cette guerre avec l'Iran et de la loyauté aveugle et servile absolue envers tout ce que dit Israël. sycophantic adherence to whatever Israel says. Trump had effectively disavowed Tucker Carlson. Tu sais, Trump a en quelque sorte désavoué Tucker Carlson, niant qu'il ait jamais fait partie du mouvement MAGA. Et je pense que c'est probablement le plus beau compliment que Tucker Carlson puisse recevoir. Plus Trump s'en prend à Tucker, plus la crédibilité de ce dernier dans les médias grandit. Et ce n'est pas seulement lui, c'est aussi des gens comme Marjorie Taylor Greene, dont je ne suis pas du tout fan. Mais qui l'aurait cru? Qui aurait imaginé que j'aurais une grille de bingo pour 2026 où Marjorie Taylor Greene serait plus une voix de la raison que Marco Rubio ou J.D. Vance? Et tu sais, mon ami, nous n'en sommes qu'à la première année de l'administration Trump. Je ne sais pas si nous pouvons nous permettre encore 3 ans de ça. Non, mais ce que nous voyons, c'est que même du côté conservateur, il y a quelques personnes qui restent vraiment fidèles à leurs convictions, qui ne changent pas de discours selon qui dit ou fait quelque chose. Marjorie Taylor Greene en fait partie. Tucker Carlson en fait partie. Tucker Carlson défend constamment la liberté d'expression, n'est-ce pas? Peu importe que les personnes censurées viennent de la gauche ou de la droite, et peu importe que le sujet soit l'Ukraine, Israël ou l'Iran. Il le fait vraiment. Et c'est à mon avis un type très classique de conservateur américain, soucieux du bien de la nation, tout comme McGregor, n'est-ce pas? Ce sont, faute de meilleurs mots, le bon type de nationalistes. Pas ceux qui veulent sortir et détruire les autres, mais ceux qui veulent faire de l'Amérique un endroit agréable à vivre pour les Américains chez eux, pour la garder en sécurité à l'intérieur plutôt qu'à l'étranger. Et en ce sens, Tucker Carlson publie en réalité beaucoup de choses très importantes, non seulement des discussions, mais aussi des reportages. Par exemple, l'entretien qu'il a réalisé avec Mike Huckabee était très révélateur sur la manière dont Huckabee est essentiellement un avocat d'Israël, défendant la cause sioniste. Pas seulement Israël, mais la cause sioniste, et considérant toute opposition à celle-ci, ou même toute représentation d'une opposition, comme intrinsèquement antisémite. De la même manière, ces personnes présentent désormais toute forme d'opposition à la guerre contre l'Iran comme une position fondamentalement antisémite, n'est-ce pas? Parce que, pour une raison ou une autre, il semble que la seule chose capable de sauver Israël soit d'attaquer l'Iran de manière préventive. Ce qui me surprend, c'est que, encore une fois, comme tu l'as dit, cette ère des réseaux sociaux et tout le reste n'a pas encore conduit à des manifestations plus importantes. Je sais qu'il y a des protestations aux États-Unis, mais nous n'avons encore rien vu de massif. Nous n'avons pas non plus vu grand-chose en Europe. Je me souviens qu'en 2003, j'étais au lycée en Suisse et nous avions eu toute une semaine de manifestations, même dans ma petite ville, ma petite commune de Fribourg, où les élèves ne allaient pas en cours, mais descendaient dans la rue pour protester. Et bien qu'il y ait une opposition considérable à la guerre contre l'Iran, c'est certain
il n'existe pas encore de mouvement de masse. Et nous avons des personnes qui dénoncent cela avec beaucoup de force. L'un d'eux vient de publier un article sur mon Substack, Michael von der Schulenburg. Il a écrit un essai remarquable, Une porte vers l'enfer, comment la guerre contre l'Iran nuira à l'Occident, dans lequel il dit en substance, regardez, cela va nous revenir en pleine figure. Peut-être pas aussi grave que je le décris dans ce petit scénario généré par l'IA, ce pari en feu, pas à ce point, mais plutôt dans le sens de ruine, n'est-ce pas? La dévastation qui résultera d'une coupure des hydrocarbures en provenance du Moyen-Orient, la manière dont le commerce sera interrompu pendant potentiellement très longtemps. Et encore une fois, si les routes commerciales au Moyen-Orient sont entravées et que les États-Unis ne peuvent pas mettre la main sur le bon type de pétrole brut, alors même les États-Unis seront contraints de restreindre l'exportation de leur propre brut. À court et moyen terme, cela signifiera donc moins d'hydrocarbures pour les Européens. Et ils se sont déjà coupés du pétrole et du gaz russe, n'est-ce pas? Je veux dire, l'Europe se trouve désormais dans une situation où elle pourrait perdre l'accès à toutes les principales sources d'hydrocarbures. Et ils soutiennent toujours cela. Et puis ils s'énervent parce qu'un drone a effectivement frappé une base aérienne britannique à Chypre, un membre de l'Union européenne, non? Je veux dire, cette guerre s'étend. Ils accusent tous l'Iran d'en être responsable. Mais tout le monde qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre comprend bien que c'est l'œuvre des États-Unis d'Amérique. Avec, qui a encouragé qui, c'est peut-être une question à laquelle on répondra clairement d'ici quelques années. Je pense qu'il est assez évident que c'est Netanyahou qui a poussé le président américain. Mais il y a des opinions différentes à ce sujet. Le fait est que c'est une guerre de coalition entre ces deux États qui sont dans une symbiose très étroite. Toutefois, contre l'Iran, n'est-ce pas? Et les Européens s'y rallient maintenant. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est sorti en déclarant qu'il y aurait un soutien total à ce qu'il présente pour l'instant comme une action défensive. Du genre, nous aiderons pour toute action défensive. Les Européens semblent penser, au sein d'une guerre d'agression, il peut encore y avoir une composante défensive. Et c'est ainsi qu'ils essaient de la vendre à l'Iran, au grand public, pour le moment. Et ce qui me surprend, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas encore de manifestation de masse, alors que c'est ce qu'il faudrait, comme il y en a eu pour Gaza. Même si, je veux dire, Gaza était et est un génocide. La guerre contre l'Iran, jusqu'à présent du moins, n'a pas encore atteint ce niveau, mais elle reste tout de même très dévastatrice. C'est très grave. Eh bien, je veux dire ce que nous pouvons appeler, et je cherche à voir comment nous pouvons appeler cela. J'ai opté pour les guerres perses epsténiennes. C'est probablement une bonne façon de les envisager. Les guerres perses epsténiennes. Il s'agit essentiellement d'un pays comme l'Iran, qui a été gravement sous-estimé quant à sa résilience et à sa préparation. Je pense que dans bien des cas, les régimes de Trump et de Netanyahou pensaient qu'en poussant l'Iran vers un accord négocié, ils pourraient en quelque sorte le prendre par surprise et le faire complètement s'effondrer. Non. Non, 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 non. C'est un pays qui, avant tout, a tiré les leçons, s'il y en avait à tirer, de la guerre de 12 jours de l'année dernière. En fin de compte, ceux qui dirigent réellement le pays sont le Conseil révolutionnaire iranien, et non un quelconque ayatollah qui parle au nom, disons, de l'élément religieux du pays. Une chose que je peux dire à propos de l'Europe, c'est que je pense que la réaction du public face à tout cela se manifestera très probablement d'abord en Europe, avant les États-Unis, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, la majeure partie de l'Europe continentale fonctionne selon un système démocratique parlementaire, ce qui signifie qu'il y a plus de 2 partis politiques.
democratic system, which means that there is more than two political parties. The opportunity for there to be La possibilité qu'il y ait davantage de voix dans la sphère politique, au-delà des chrétiens démocrates et des sociodémocrates modérés, est susceptible de se manifester, très probablement, en Europe centrale, par l'émergence de partis national-populistes comme ceux d'Orbán, de Fico ou de Babiš, en République tchèque. Nous pourrions voir, je ne parierai pas là-dessus, une crise en Allemagne où l'AfD se retrouverait soudainement avec une pluralité lors des prochaines élections législatives. Nous pourrions voir le parti du Rassemblement national de Marine Le Pen. Encore une fois, ne me citez pas là-dessus. Cela exerce une pression considérable sur les partis centristes transatlantiques, les poussant soit à former des gouvernements de coalition à 3 ou 4 partis pour exclure ces formations, soit à trouver un autre moyen de contourner la situation. Parce que beaucoup d'Européens commencent à se rendre compte que, voyez-vous, les gouvernements et les dirigeants peuvent vouloir une chose, mais nous nous demandons pourquoi est-ce si important. De la même manière que nous le voyons dans de nombreux pays arabes, les gouvernements arabes marchent au pas avec Washington et Tel Aviv. Ils ont été complètement vassalisés. Mais les peuples commencent à se demander pourquoi. En ce qui concerne les États-Unis, en revanche, je dois faire appel à mon côté léniniste. C'est pourquoi je dis à mes étudiants qu'il y a une raison pour laquelle nous ne faisons plus de révolution, parce que plus personne ne lit Lénine. Protester, c'est une chose, mais une opposition organisée qui ne fait rien d'autre que montrer aux gens que vous êtes mécontents ne remet pas réellement en cause la direction politique. Il faut une opposition organisée, un leadership et une véritable mobilisation au sein du processus électoral. C'est pour cette raison, chaque fois qu'un événement de ce genre se produit et qu'il se manifeste en petit nombre, qu'il s'agisse d'un Bernie Sanders, d'une Rashida Tlaib ou d'un Zohran Mamdani, cela effraie l'establishment. Cela les effraie absolument. Cela effraie un establishment qui vit encore, pour l'essentiel, dans une mentalité de guerre froide. Et cela inclut à la fois les républicains et les démocrates. Réfléchissez-y. Si le régime Trump devient un gouvernement en fin de mandat, après les élections de mi-mandat, il faut comprendre qu'il y a suffisamment de personnes au sein du Parti démocrate prêtes à tout pour accorder à Israël l'immunité aux Nations unies et tout ce qu'il demande en matière d'excédents militaires et économiques. Israël ferait faillite une semaine après les États-Unis et nous nous ruinons nous-mêmes pour maintenir cet État à flot. C'est juste que je ne suis plus sûr que ces personnes, Mamdani, Rashida Tlaib et ainsi de suite, puissent réellement avoir un impact. Parce que ce que nous avons vu au cours des, 40 ou 50 dernières années, c'est que peu importe qui est élu aux États-Unis, au bout du compte, quand les choses deviennent sérieuses sur des sujets très importants, ils finissent tous par rentrer dans le rang. Ils rentrent tous dans le rang. Et l'exemple numéro 1 est bien sûr Donald Trump lui-même, qui faisait campagne explicitement contre les guerres sans fin, contre une guerre avec l'Iran et pour la fin de la guerre en Ukraine. Et non seulement il n'y est pas parvenu, mais il en a lancé avec enthousiasme une nouvelle, n'est-ce pas? Et puis nous avons lu une publication sur Instagram de Kamala Harris disant « Je m'oppose à la guerre en Iran ». Très très mauvaise. Allons donc. Non, je veux dire, qui sain d'esprit croirait que vous n'auriez pas fait exactement la même chose, ou même pire. Donc en un sens, vous savez, le système politique américain, la façon dont il est conçu, avec ses garde-fous, ou ses rails, n'est-ce pas? Les gardiens du système, les deux partis qui désignent les candidats à la présidence par un processus interne avec les primaires, etc. Tout cela est un mécanisme de filtrage. Et même si quelqu'un parvient à passer à travers, disons comme Trump, il existe 1 million de façons ou 7 façons d'y parvenir pour le ramener dans le rang par divers moyens.
Encore une fois, je crois avoir dit cela la semaine dernière. Je ne serais pas surpris si Donald Trump lui-même avait été physiquement menacé pour faire cela, car cela semble tellement contraire à ses propres intérêts auprès de sa base MAGA, non? Il a construit cette base au fil des années, et il l'a fait avec succès. Du moins en apparence, il portait un message de refus de ce genre de politique étrangère belliqueuse. Et tout cela a maintenant disparu, n'est-ce pas? Cela ne reviendra jamais. Mais malgré tout, la conclusion triste, c'est que quel que soit l'apport dans le système, la sortie est en grande partie déjà déterminée. Et je ne veux pas être fataliste ici. Je me demande simplement si, compte tenu du fonctionnement du système politique, ces individus peuvent réellement avoir un impact concret sur le résultat du système. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, je ne veux pas que les spectateurs pensent que des personnes comme Rashida Tlaib ou Zohran Mamdani vont soudainement devenir les prochains Lénine, Mao ou Ho Chi Minh. Non, absolument pas. Il y a un certain fatalisme qui s'est confirmé pour moi au cours des derniers jours également. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai quand même quelques réflexions ici. Je ne sais pas si cela va rendre les gens optimistes et pleins d'espoir, ou si c'est plutôt du genre « à quoi bon se lever le matin ?» En ce moment, d'après les évaluations qui ont été faites sur les capacités américano-israéliennes face à l'Iran, que ce soit McGregor, le professeur Sachs ou d'autres, ils disent tous que c'est un désastre absolu pour les États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont perdu une quantité considérable de ressources et d'argent dans des bases militaires, des bases navales. Ces bases sont en flammes. Nous ne pourrons jamais revenir au Moyen-Orient de sitôt. Nous avons perdu notre crédibilité. Tout cela repose sur l'hypothèse que la direction de mon pays est rationnelle et saine d'esprit, et qu'elle se rendra compte que c'est un désastre, qu'elle limitera les dégâts et se retirera. Mais ce n'est pas garanti. Non, ce ne sera pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas seulement Trump. Se débarrasser de Trump ne va pas soudainement améliorer les choses. Tous ceux qui se trouvent dans le bunker du Führer de Trump, faute de meilleurs termes, iront jusqu'au bout. Ils sont soit apocalyptiques, soit des narcissiques en pleine déchéance. Ce sont des opportunistes qui se moquent complètement du nombre de morts. D'ailleurs, en ce moment, nous mettons en avant, enfin, nous publions, seulement 4 morts sur l'ensemble de ces frappes. Nous savons qu'il y en a beaucoup plus. Oui, nous savons parfaitement qu'il y en a beaucoup plus. Et ces 4 morts sont en réalité utilisés par le régime Trump comme un moyen de justifier leur besoin de poursuivre la guerre contre l'Iran. Un pays, puis-je ajouter, qui a été présenté aux États-Unis comme l'ennemi public numéro 1. Nous regardons les pays à travers des adjectifs. Donc à ce niveau-là, nous n'allons pas simplement plier bagages et partir comme s'il s'agissait d'une guerre d'usure. Je pense que le plus grand problème que je vois dans beaucoup de ces diagnostics pessimistes, c'est que l'Iran mène une guerre d'usure. Cela pourrait très bien être le cas. L'Iran pourrait très bien réussir à entraîner les États-Unis dans une spirale économique descendante. Il pourrait finir par créer une situation avec Israël, dans laquelle il choisirait d'appliquer la directive Samson. Dans ce cas, si Israël sombre, ils entraîneront les États-Unis avec eux. Donald Trump sera mort avant que ce scénario apocalyptique ne se produise. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens doivent comprendre. Lorsqu'un pays est dirigé par des personnes qui se moquent de ce qui arrivera le lendemain de leur mort, tout cela ne devient rien de plus qu'un dommage collatéral, facilement acceptable. Vous savez, Trump a presque eu son petit moment à la Lord Farquaad du premier film Shrek, il y a quelques jours. Certains d'entre vous mourront, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Je veux dire, il a littéralement failli aller jusque-là, pour le dire lui-même. C'est normal. C'est ce qui se passe en temps de guerre.
C'est comme wow, juste wow. Il est normal que nos soldats meurent dans une guerre de choix que j'ai ordonnée. Il faut que vous compreniez cela. L'autre point à aborder, et je ne sais pas si c'est une sorte de lueur d'espoir dans la tempête, c'est qu'au cours des 2 dernières années, les choses sont devenues douloureusement évidentes, surtout avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Le récit diffusé dans la presse occidentale sur l'État d'Israël a été, au mieux, aseptisé. Quand on assiste depuis 2 ans à un génocide soutenu et parrainé par l'État contre les Palestiniens, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, quand leurs dirigeants parlent ouvertement et sans la moindre gêne de la création d'un grand État israélien au détriment absolu des Arabes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, non seulement des Palestiniens, mais aussi des Libanais, des Syriens, voire peut-être des Égyptiens. Les jeunes générations ne croient plus à ce vieux récit issu de la guerre froide. Au cours de la dernière semaine, 2 républicains importants. L'un d'eux était... Pourquoi est-ce que j'oublie son nom? Il vient du Texas, celui avec le bandeau sur l'œil. Il a perdu la primaire. D'accord. Il a perdu la primaire parce qu'à ce stade, accepter l'argent des PAC, tout en prétendant être America First, est devenu un handicap politique majeur. Si America First signifie en réalité Israël avant l'Amérique, c'est un problème. Fait intéressant, cela se produit à la fois dans le Parti républicain et dans le Parti démocrate. Cela implique plusieurs choses. Premièrement, la génération plus âgée, qui a pris pour argent comptant le récit de la guerre froide, est en train d'être remplacée. Elle disparaît. Deuxièmement, les jeunes générations, qui n'ont que peu ou pas d'optimisme envers ce soi-disant rêve américain, voient leurs impôts servir à financer des pays du monde entier pour tuer des gens. Si vous voulez des soins de santé, allez en Israël. Vous pouvez y obtenir les soins que vous souhaitez. L'Amérique les paie. Ou alors tu rejoins l'armée américaine et là tu as accès aux soins de santé. Mais tu sais aussi, c'est l'autre aspect. Non, vraiment. Le recrutement militaire américain connaît un énorme problème. Ils n'arrivent plus à atteindre les chiffres. Oh, je suis tellement content. Je suis tellement content. Ils n'arrivent plus à atteindre les chiffres. Au fil des années, j'ai eu plusieurs étudiants, des étudiants de premier cycle, des étudiants diplômés, qui ont servi dans l'armée. Ils ont accompli leurs devoirs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils se sont rendus compte ensuite qu'on ne leur offrait tout simplement pas le soutien ni les ressources nécessaires. Les cliniques des anciens combattants sont terriblement en sous-effectif. Et dans de nombreuses situations, tu sais, l'armée, il y a seulement quelques jours, un marine américain décoré a été expulsé de force d'une salle. Il disait en substance, les soldats américains ne devraient pas mourir pour Israël, et ils lui ont brisé la main. Ce sont ces mêmes personnes, celles qui l'ont expulsé, celles qui lui ont brisé la main, qui sont dehors à scander « Que Dieu bénisse les troupes, soutenez les troupes ». Les troupes ne sont rien de plus qu'une silhouette symbolique en carton quand on parle réellement d'elles, quand on leur parle vraiment et qu'on se rend compte de ce qu'elles endurent ensuite. J'ai un étudiant qui me revient en tête. C'était il y a longtemps. J'avais un de mes étudiants, il y a de très nombreuses années, qui avait fait plusieurs missions en Afghanistan. Son travail, si tu peux le croire, consistait à conduire un Humvee blindé en tête d'un convoi. Son rôle, littéralement, était d'être celui qui prenait l'explosion d'une mine pour que les gens derrière lui ne la subissent pas. Je me souviens d'un moment, pendant mes heures de permanence, où je le regardais et je lui ai demandé « Combien de fois as-tu été projeté cul par-dessus tête ?» Et il m'a répondu « Tellement de fois que la 3e ou la 4e, j'ai juste commencé à rire pendant que j'étais littéralement cul par-dessus tête. » Un peu comme pour dire « Voilà ce à quoi tu fais face. »
This is what you're effectively dealing with. Voilà à quoi vous avez réellement affaire. Écoutez, je propose un nouveau terme pour le personnel militaire américain. Viande molaire de dernier recours. C'est la viande pour le hachoir, celle qu'on utilise une fois que la viande des supplétifs s'est un peu épuisée, n'est-ce pas? Une fois qu'il n'y a plus d'Ukrainiens à envoyer se précipiter contre les Russes, une fois que vous avez à peu près épuisé vos supplétifs au Moyen-Orient. Je veux dire en ce moment, et il faut peut-être le mentionner, parce qu'en ce moment, les médias disent que les États-Unis préparent 2 fronts, les Kurdes dans une partie du nord de l'Iran, enfin de l'Irak. Et l'autre, ce sont les Azerbaïdjanais. Apparemment, l'armée azerbaïdjanaise a été mobilisée sur le front. Et attends, peut-être qu'on peut rapidement regarder une carte ici, juste pour avoir une idée d'où ça se trouve, non? Donc voilà. Je veux dire, si ces 2 informations sont vraies, et qu'il y a maintenant un regroupement de Kurdes probablement quelque part dans cette zone, ici au nord-est de l'Irak, et l'Azerbaïdjan par ici. Alors ce que nous voyons, c'est une stratégie potentielle pour une deuxième phase. Et laisse-moi simplement dire ceci. Donald Trump a déjà clairement indiqué qu'il y aurait plusieurs phases dans cette guerre. Et la campagne de bombardement n'est que la première phase d'usure et d'affaiblissement des systèmes de défense iraniens, visant à neutraliser les nœuds militaires. C'est ainsi qu'ils la conçoivent. Ensuite, la deuxième phase pourrait très bien être une invasion terrestre menée par ces supplétifs. Mais une fois que ces supplétifs seront épuisés, ou s'ils ne parviennent pas à accomplir leur tâche correctement, eh bien, on en viendra à la dernière option, n'est-ce pas? Et ce sera les troupes américaines. Et là encore, ce sont des gens pauvres, des gens démunis, venus, je ne sais pas, du Bronx ou d'ailleurs, qu'on enverra mourir. Et ensuite, ils auront un joli drapeau sur leur cercueil, quelques applaudissements, et leur mère recevra un certificat accroché au mur. Et c'est tout. C'est un marché vraiment minable. Oui. Ou s'ils reviennent aux États-Unis, d'être expulsés par l'ICE. Ouais, expulsés par l'ICE, ou laissés à traîner quelque part sur un trottoir avec, tu sais, une seule jambe, en train de mendier un peu d'argent. Je veux dire, c'est vraiment écœurant. C'est quelque chose que, disons, les réseaux sociaux, les médias non traditionnels, diffusent maintenant, n'est-ce pas? Ces idées, ce sentiment. C'est pas une nouvelle tendance, mais c'est quelque chose dont on ne parlait tout simplement pas auparavant et qui est maintenant relayé. Une chose que je peux dire à propos de la décision soudaine de Trump de commencer à rassembler des forces kurdes ou azerbaïdjanaises. Les Kurdes, jusqu'à présent, ne tombent pas dans le piège. Je pense qu'ils ont appris. Je ne sais pas ce qui se passera si les Kurdes mordent à l'hameçon. Je déteste dire ça. Je déteste vraiment le dire. Mais si les Kurdes tombent dans le piège, alors ils ne méritent vraiment pas d'avoir leur propre État. Je ne vois tout simplement pas comment les Kurdes peuvent faire quoi que ce soit en Iran. Ils ne le font pas. Ce n'est pas vraiment leur foyer historique. La Syrie, oui. L'Irak, oui. La Turquie, oui. L'Azerbaïdjan, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup d'Azéris dans le nord-ouest de l'Iran. Aliyev collabore plutôt bien avec l'État israélien. Je dirais que ce serait incroyablement risqué pour lui de faire cela. Absolument risqué. Mais je n'exclurais pas, vraiment pas, que certains éléments en Occident tentent de balkaniser l'Iran. Parce que c'est l'un de ses derniers recours. D'accord, je ne parle même pas de changement de régime, sujet sur lequel il faut être très prudent ici. Beaucoup de gens disent « Eh bien, vous savez, j'ai déjà vu ça. C'est la guerre du Golfe en 2002-2003. » Mais c'est juste comme un horrible redémarrage. C'est une fanfiction horrible. Autant je méprise des gens comme Dick Cheney et Don Rumsfeld, au moins avaient-ils un certain objectif en tête. Trump, Hegseth, Rubio, ils parlent beaucoup. Mais au bout du compte,
S'il y a une chose dont on est sûr avec cette administration, c'est qu'elle cherche simplement à semer le chaos. Ils ne s'intéressent pas au changement de régime. S'ils peuvent y parvenir, tant mieux. Mais ils ne le feront pas, alors qu'ils peuvent simplement détruire l'État de l'intérieur, le brûler autant que possible, faire de ce pays une nouvelle Syrie et tirer profit du reste. Il faut comprendre, tout le monde doit comprendre, qu'en ce qui concerne l'administration Trump, des bases militaires américaines détruites, des missiles gaspillés, destroyed American military bases, wasted missiles. How many does it take to shoot down an Iranian? combien de personnes faut-il pour abattre un missile iranien? Cela justifie son budget militaire d'un peu plus d'1 billion de dollars pour l'année prochaine. Pour eux, il y a de l'argent à gagner. Le complexe militaro-industriel va absolument adorer ça. Et si nous pouvons utiliser cette petite guerre splendide pour nous débarrasser de tout notre armement obsolète de l'époque de la guerre froide, de l'après-guerre froide, des années 2000, peu importe, afin de tout moderniser ensuite, exactement comme nous le disons à l'Europe. Débarrassez-vous de votre matériel de la guerre froide. Donnez-le aux Ukrainiens, qu'ils se débrouillent pour comprendre comment il fonctionne. Vous devez quand même reconstituer vos armements militaires si vous voulez faire partie de l'OTAN. C'est parfait pour Lockheed Martin, McDonnell Douglas, Raytheon. Enfin, Raytheon fait ce que Raytheon sait faire de mieux. Améliorer le portefeuille d'actions de ses actionnaires. Bien que je doive dire que j'ai eu des discussions au cours des 2 dernières semaines, y compris avec des gens en, comment ça s'appelle déjà, en Californie, la grande production, la nouvelle installation de production, pas Palo Alto en Californie, j'ai oublié. Bref, le point était qu'il disait que les États-Unis, au cours des 30 ou 40 dernières années, ont en réalité perdu une bonne partie de leur capacité de production, même dans le domaine des armements. Parce que ce capitalisme de connivence très poussé rend toutes ces armes beaucoup plus coûteuses. Et même Raytheon et Lockheed Martin ne sont pas en mesure de produire autant que les États-Unis en auraient réellement besoin pour se réapprovisionner correctement. Mais ce n'est pas vraiment une préoccupation pour les personnes qui prennent ces décisions parce qu'elles ne savent pas. C'est l'une des choses qui me donne de l'espoir, que les États-Unis, avec le système qu'ils ont en place, ne soient pas capables de produire suffisamment d'instruments de guerre pour mener tous ces conflits partout. Donc c'est un peu d'espoir. Et si c'est vrai, alors je pense que la stratégie actuelle de l'Occident vis-à-vis de l'Iran consiste simplement à rendre physiquement impossible pour les États-Unis de continuer à frapper, n'est-ce pas? Parce qu'ils manquent de munitions. Mais cela signifie aussi qu'ils doivent tout encaisser. Et cela a un coût humain extrêmement lourd, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui arrive quand on défend son propre territoire. Je veux dire, regardez, les Américains ont fait la même chose aux Britanniques pendant la guerre d'indépendance. Comment combattre un ennemi militairement supérieur à tous les niveaux? Il faut l'épuiser. Les Vietnamiens l'ont fait aux Américains. Ils l'ont aussi fait aux Français. Les Afghans. Zept fait le brace et aux Emling. Oui, mais tout cela repose sur la rationalité du camp qui subit l'usure, sur sa capacité à comprendre qu'il s'agit d'un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance. Nixon faisait campagne en disant « Si je suis élu, nous allons mettre fin à cette guerre au Vietnam », ce qu'il a fait d'une certaine manière. Mais une bataille perdue suppose aussi que les personnes qui la mènent veuillent réellement gagner quelque chose, non? Si les fanatiques chrétiens sont là et qu'ils se contentent de la guerre, de la mort et de la destruction, alors nous faisons face à un autre niveau de problème. Et je ne sais pas comment aborder celui-là. Si disons l'Iran, et rien ne garantit que cela se produira, car cette fenêtre d'opportunité s'est refermée la semaine dernière. Mais imaginons simplement,
hypothétiquement, que pendant ces négociations, qui n'ont abouti à absolument rien, puisque Israël avait déjà décidé d'attaquer l'Iran de toute façon, quelque chose en soit réellement sorti, et que l'accord, hypothétiquement parlant, stipule que l'Iran est autorisé à exister sous sa forme actuelle, avec son gouvernement actuel, peu importe, mais qu'il renonce à tout soutien, contrôle, influence ou financement du Hezbollah ou de toute autre organisation paramilitaire au Levant. Other paramilitary organizations in the Levant. It effectively allows Israel to Cela permet effectivement à Israël d'exister. Il tourne son attention vers les BRICS, vers l'Organisation de coopération de Shanghai, vers la nouvelle route de la soie. C'est une sorte de modus vivendi. C'est quelque chose que Trump, à sa manière, aurait pu accepter. Mais ce que nous avons compris ces derniers jours, c'est que Trump n'est pas la personne. Il n'est pas du tout autonome dans cette affaire. Ce que nous avons découvert, c'est que les plus hauts niveaux de la direction américaine sont largement déterminés par ce qui se passe à Tel Aviv. Les gens se plaignent que Trump n'ait pas obtenu l'approbation du Congrès pour lancer cette guerre. Je réponds à cela. Il l'a absolument eu. La Knesset l'a bel et bien approuvé. C'est son approbation du Congrès. That's his congressional approval. Thank you, Michael. Merci, Michael. C'est juste que, vous savez, la manière dont la Constitution américaine est conçue, elle est faite précisément pour empêcher ce genre de décision prise par des guerriers solitaires pour partir en guerre. Mais ensuite, le fait de pouvoir simplement la contourner et d'utiliser ce genre de puissance, c'est horrible, parce que c'est évidemment contraire aux idées de Washington, Jefferson, et ainsi de suite. Je veux dire, ce n'est pas ainsi que les guerres devraient se produire. Et bien sûr, les guerres ne devraient pas avoir lieu du tout, pour être clair. Mais la manière dont tout cela est ensuite géré politiquement, et la façon dont on peut clairement voir toutes les visites de Netanyahou à la Maison-Blanche, je veux dire, voyons, il n'y est pas allé juste pour boire du thé, non? C'est évident, depuis 1996, c'est évident que c'est l'une des guerres qu'ils voulaient et ils l'ont eue. J'aimerais simplement, peut-être dans les 5 à 10 dernières minutes, me tourner un peu vers l'avenir. Je veux dire, le rassemblement de troupes en Azerbaïdjan, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. J'ai simplement lu quelques articles disant que cela se produit, mais je ne sais pas à quel point c'est probable. Je veux dire, Aliyev est-il à ce point fou? Et les Kurdes, je veux juste ajouter une observation. Je vais la lire. Je l'ai reçue dans un long message d'un collègue à moi de la région, un chercheur qui la connaît bien. Et selon son évaluation, le problème avec les Kurdes irakiens est qu'ils dépendent économiquement à la fois de l'Iran et de la Turquie. Aucun de ces deux pays ne serait satisfait si les États-Unis armaient des groupes kurdes iraniens. Cela exercerait une énorme pression sur les gouvernements régionaux kurdes. Et pour tous ceux qui suivent la situation, vous savez, les Kurdes sont dispersés dans plusieurs pays, la Syrie, l'Irak, un peu en Iran, et bien sûr en Turquie. Ils sont environ 25 millions. C'est un groupe considérable. C'est un vaste groupe ethnique, et il n'est pas défini par la religion. Il existe des Kurdes chrétiens, des Kurdes musulmans, et ils ont également d'autres confessions religieuses. Je veux dire, les Kurdes constituent vraiment un type de groupe ethnique fascinant. Même le mot « ethnique » est un terme que les chercheurs débattent encore. Puis il poursuit en disant que nous parlons maintenant de l'Iran, qui dispose d'une très grande armée de terre et du CGRI, lequel a déjà combattu les insurgés kurdes dans les années 1980 et est depuis devenu bien plus institutionnalisé et mieux équipé. Toute mobilisation kurde en Iran représenterait donc un risque très sérieux pour les acteurs kurdes iraniens et irakiens. Donc, il estime que l'implication kurde est moins probable, ce qui ne veut pas dire que la CIA ne pourrait pas réussir à déployer quelques milliers de combattants kurdes pour aller semer le chaos, n'est-ce pas? Ce serait déjà une manœuvre assez forte
si l'on parvenait à faire courir quelques milliers de personnes dans ces villes, car cela attirerait les forces iraniennes dans un combat terrestre, que les États-Unis pourraient ensuite utiliser comme prétexte pour une campagne aérienne afin de les bombarder, et ainsi de suite. Il pourrait donc y avoir plusieurs stratégies, surtout si Pékin s'en mêle. Peux-tu m'en dire plus? Sais-tu à quel point l'Azerbaïdjan est puissant sur le plan militaire? Et disons qu'il recevrait tout le soutien des États-Unis qu'il pourrait souhaiter. Les États-Unis diraient « Ne t'inquiète pas, on les bombardera. Et toi, tu n'as qu'à avancer, prendre ville après ville et te diriger vers des endroits comme tu sais la plus grande ville azérie ici, Tabriz. Cela pourrait être un objectif principal, non? Avancer jusqu'ici. L'ethnie principale là-bas est en fait azérie, la même qu'en Azerbaïdjan. Ils parlent un dialecte turcique, et ainsi de suite. Cela pourrait être un objectif pour commencer à grignoter l'Iran. Comment vois-tu cela? Je veux dire, c'est possible. D'accord. Commençons par les Kurdes. Nous savons que si les Kurdes font quelque chose en dehors de leur zone d'opération, Erdogan mobilise l'armée turque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si les Kurdes, comme je l'ai dit, tombent dans le piège, et pour l'instant ce n'est pas le cas, nous avons entendu certaines rumeurs selon lesquelles ils auraient déjà franchi la frontière iranienne. Bonne chance pour affronter un pays de 93 millions d'habitants, surtout quand on n'a pas de position historique réelle, à part peut-être quelques villages frontaliers. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet à propos du contingent kurde. L'Azérie, en revanche, est une situation où, si Aliyev s'y engage, ce n'est pas le Haut-Karabakh, ce ne sont pas des séparatistes arméniens, c'est l'Iran. Et à moins que l'Azerbaïdjan ne reçoive un soutien total de la Turquie, ils ne le feront pas. Ils ne le feront tout simplement pas. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent se permettre de faire. Honnêtement, ils ont déjà une dette importante envers la Turquie pour la reconquête du Karabakh. Donc, même s'ils aiment penser qu'il s'agissait d'une grande victoire il y a quelques années, lorsqu'ils ont récupéré une partie de leur territoire, ils ne sont pas économiquement en mesure de soutenir une guerre longue et prolongée, surtout s'ils doivent occuper le territoire d'un autre pays. Ouais, mais tu vois, je peux imaginer une façon dont les États-Unis pourraient vendre ça. Comment les États-Unis pourraient le vendre à quelques milliers de Kurdes? Et comment ils pourraient le vendre à Aliyev en disant simplement « vas-y ». Parce qu'au final, peu importe qu'il gagne ou non, non? La seule chose qui compte, c'est qu'il provoque assez de chaos pour affaiblir l'Iran. Parce que du point de vue américain, ce sera probablement une guerre d'usure, non? Alors, il suffit d'enrôler plus de chair. Pas de la chair de dernier recours, mais de premier choix, tu vois? Et ensuite, on envoie la chair et les mourants. Si cela ne te dérange pas de faire partie du hachoir à viande, alors vas-y. Vraiment, vas-y. Mais moi non. Je peux me tromper, vraiment. Je peux me tromper complètement. Mais je ne vois pas cela produire autre chose que du chaos en Iran. Ouais, mais c'est le but. Je pense que c'est le but. Si c'est l'objectif, alors ce qu'il faut vraiment considérer, c'est que nous sommes au début du mois de mars. Autant je déteste répéter que tout est déterminé par les élections dans mon pays, autant c'est bien le cas. Trump a vraiment où en sommes-nous en mars? Trump a quoi? Cela suppose bien sûr que les démocrates fassent autre chose que rien. Cela reste à voir. Mais cela revient à ce que tu as souligné, c'est-à-dire ce que j'ai déjà dit. Ne t'attends surtout pas à ce que Trump ou Netanyahou abandonnent facilement. Ils ne le feront pas. Ils utiliseront tous les moyens possibles et ils n'auront absolument aucun scrupule à envoyer autant de gens que nécessaire à l'abattoir, simplement pour éviter de mourir dans une cellule de prison.
No, that's certainly won't happen. Oui, non, ça n'arrivera certainement pas. Bien. Michael Rossi, je pense que c'était plutôt bien. Je suis content qu'on ait pu faire le point là-dessus. Comme toujours, on refera ça bientôt, peut-être chaque semaine, mais on verra. Pour faire quelques bilans de ce qui s'est passé, je pense que ça en vaut la peine. Nous devons observer cela et nous devons trouver comment gâcher la fête de ceux qui veulent cette guerre. C'est absolument écœurant. Si cela se termine par une victoire totale pour ceux qui l'ont déclenché par choix, alors tu sais, l'avenir avec la Russie et la Chine me semble plutôt sombre. The future with Russia and China look pretty bleak to me, but if You it know, we stops didn't- here, Yeah, we didn't bring that Mais si ça s'arrête là, oui, nous n'avons pas abordé ce point. Nous n'avons pas parlé de ce que font la Russie et la Chine, de ce qu'elles ne font pas, ni de ce qu'elles pourraient faire dans tout cela. Il y a toujours cette idée que s'il semble que l'Iran est sur le point de s'effondrer, la Russie et la Chine pourraient se mobiliser. Elles ne peuvent pas se permettre de perdre l'Iran comme partenaire fiable. Je dirais juste avant de conclure, qu'il y a, et je l'ai déjà fait, quelques livres que je recommanderais absolument à nos téléspectateurs de consulter. Celui-ci est un peu daté, mais il reste très pertinent aujourd'hui. Overthrow de Stephen Kinzer, qui est une étude remarquable sur les changements de régime menés par les États-Unis depuis le renversement de la monarchie à Hawaï jusqu'à la Seconde Guerre du Golfe en Irak. The Second Gulf War in Iraq. Excellent book, very readable. Stephen Walt, Excellent livre, The Hell très of agréable à Good lire. Intentions, America's Foreign Stephen Policy Walt, Elite, The Hell of Good Intentions, America's Foreign Policy Elite and the Decline of US Primacy. Également très très bon. when it came out. Et cela a été assez controversé à sa sortie. Mearsheimer and Walt's book. Nous en avons parlé la semaine dernière, The Israel Lobby and US Foreign Policy de Mearsheimer et Walt. Et enfin, je recommanderais aussi aux spectateurs de se pencher sur la relation entre unipolarisme et multipolarisme. Il y a eu d'excellents articles à ce sujet écrits par Christopher Lane, Lanu. C'est un chercheur en relations internationales très respecté. Il a écrit un article en Minta Kamankangs intitulé The Unipolar Illusion, qui explique comment l'unipolarisme ne fonctionne que pour un temps limité et porte en lui les germes de sa propre disparition. Is operating only on borrowed time, and it sows the seeds of its own demise. Now, many would regard the world today. Aujourd'hui, beaucoup considèrent que le monde est désormais véritablement multipolaire et que les États-Unis en font partie. Au sein du gouvernement américain, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, certains font tout leur possible pour que le pays reste unipolaire ou tentent de le redevenir. Et cela ne fera qu'accélérer le déclin. Ainsi, avec les analyses de Jeff Sachs, Doug McGregor, toi et moi, et d'autres sur YouTube cette semaine, tout cela converge vers la même conclusion. Les États-Unis pourraient remporter une victoire à la Pyrrhus, mais ce serait une victoire désastreuse, profondément désastreuse, pour les États-Unis comme pour les puissances occidentales. Bon mois de mars. Happy March. happy March, everybody. Bon mois de mars à tous. C'était Michael Rossi, spécialiste en sciences politiques. Abonnez-vous à sa chaîne et à la mienne aussi, si vous regardez cette vidéo sur sa chaîne, puisque nous partageons la vidéo. Alors Michael, merci pour ton temps aujourd'hui. Thank you for your time today. Looking J'ai hâte d'y être la prochaine fois. Pascal Letaz.